Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui je reçois Odile Fourquin et Céline Plancheneau qui sont chefs maquilleuses. Bonjour Odile et Céline et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous vulgariser un peu votre métier ? Je m'appelle Odile Fourquin et je suis chef maquilleuse. Mon métier consiste donc à assurer tout ce qui concerne le look, comme on dit vulgairement, des comédiens à l'image, excluant les cheveux, puisque ça c'est le métier du chef coiffeur, mais incluant évidemment tout ce qui concerne le maquillage classique, mais éventuellement les effets spéciaux, même s'ils ne sont pas réalisés par moi-même, toutes les interventions sur le corps aussi, ou les tatous, voilà, en fonction évidemment d'un scénario et des directives d'un réalisateur. Bonjour, donc Céline Plancheneau, chef maquilleuse depuis 32 ans. Moi j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé par 25 ans de mode et ensuite donc j'ai rencontré le cinéma en faisant la rencontre d'une actrice et donc ça fait 10 ans que je travaille pour les films. Et du coup pour vous, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans la profession de chef maquilleuse ? Alors, outre évidemment les compétences, je dirais, techniques, c'est-à-dire savoir maquiller, même si on ne sait pas forcément tout faire très très bien, après on délègue, mais savoir maquiller, avoir une vision un peu d'ensemble sur un film, sur ce que ça raconte, sur ce que veut le réalisateur, avoir à mon avis, une culture générale assez étendue, qu'elle soit pas seulement cinéphilique, mais artistique, historique, etc., etc. Les autres compétences, c'est évidemment des compétences d'organisation, parce qu'on est parfois très nombreux, de gestion d'équipe, parce qu'il faut savoir fédérer des gens, les faire travailler ensemble, des compétences, entre guillemets, ou des dons, je ne sais pas, de diplomatie, et de psychologie, parce qu'on va travailler avec des comédiens. Et voilà, principalement. Donc c'est aussi, oui, beaucoup d'observations. On est beaucoup sur les visages, principalement. Donc il faut pouvoir avoir un regard, une observation sur la morphologie. Ça, c'est important. Et après, pouvoir, en fonction des personnages, des indications du réalisateur, amener des transformations ou non. Avoir aussi donc une maîtrise de la couleur, de la lumière. Il y a aussi une connaissance des produits. On travaille avec beaucoup de produits et il faut savoir bien les utiliser, les maîtriser et savoir ce qu'ils vont refléter à l'image. Puisqu'on a des produits qui peuvent amener de la brillance, des particules, etc. Donc il y a vraiment besoin de maîtrise de ces produits. Et aussi, je dirais, une connaissance de la peau, qui est notre base de travail. Donc on arrive avec des peaux très différentes, très variées, des colorimétries aussi, donc avec des gens qui peuvent être de toute origine. Donc il faut savoir aussi pouvoir travailler toutes les couleurs de peau. Quand on résume tout ce qu'on vient de dire, je pense que ce qui ressort, c'est qu'il faut une adaptabilité phénoménale, puisque chaque film est différent, chaque peau est différente, chaque demande est différente, chaque tournage est différent. Donc il faut pouvoir s'adapter à chaque projet, et avant, en préparation, et pendant. Parce qu'on a quand même assez souvent des demandes en cours de tournage, et en plus il n'y a rien qui bouge plus qu'une peau. Et donc il faut pouvoir revoir sa copie, parce que tout d'un coup,
le comédien devient rouge, ou tout d'un coup, dans la lumière, c'est pas du tout ce qu'on voulait comme effet, etc., etc. Donc moi, je pense que c'est très important, un grand sens de l'adaptation. Je dirais aussi qu'on travaille sur l'intime et que ça, c'est un facteur aussi très important de nos métiers. Donc d'où la psychologie, d'où la parole avec chaque acteur, actrice, où on compose ensemble. Donc c'est vrai qu'eux, ils ne sont pas professionnels, donc c'est à nous de traduire au mieux les résultats, leur faire comprendre jusqu'où on peut aller. La dernière compétence dont je n'ai pas parlé, c'est, je pense qu'il faut avoir de l'imagination, tout simplement, quand on fait ce métier. Voilà. Parce que parfois, on nous demande des looks particuliers, je ne sais pas comment dire, mais voilà, il faut pouvoir un peu faire fonctionner son imaginaire, sa fantaisie, pas sur tous les films, mais son imaginaire, sa fantaisie, son inventivité, au-delà de la technique. Alors maintenant, pour revenir un peu dans le passé, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé vers le cinéma et ensuite plus particulièrement vers ce métier de chef maquilleuse? Moi, c'est très mystérieux, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vraiment dire pourquoi j'ai voulu être maquilleuse, ça m'est apparu un peu comme une révélation. Moi, c'est presque un truc mystique. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui parlait des maquilleuses sur un tournage, sans du tout raconter spécialement des anecdotes. Il y avait juste le mot maquilleuse. C'était un ami de mon grand frère, voilà, qui était à la maison et qui disait les maquilleuses. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà le métier que je veux faire. Je peux absolument rien dire de plus. Une illumination. Oui, que à la fois le cinéma ça me plaisait, les gens ça me plaisait, l'idée de maquiller me plaisait, mais c'est pas un long cheminement, c'est vraiment de l'ordre de la révélation. Et donc je me suis inscrite immédiatement, ça c'était au mois d'août, en septembre dans une école de maquillage, en cours du soir, parce que j'avais besoin de gagner ma vie avec des petits boulots la journée, et j'ai tout de suite su, dès le 3e cours, que c'est ça qui me plaisait. Alors moi c'est drôle parce que je rejoins exactement Odile, ça a été un peu du hasard, totalement. J'avais terminé mes études, je me cherchais, je ne savais pas du tout vers quoi aller. J'avais fait des études de gestionnaire, donc rien à voir. Et ça m'ennuyait profondément. Et un jour, je fais la rencontre de quelqu'un qui m'a parlé de ce métier. Parce qu'elle venait d'avoir une journée complète avec un maquilleur professionnel. Et donc, en me racontant sa journée, elle m'a révélé ce métier qui existait et où on pouvait travailler dans la mode, dans le théâtre, dans le cinéma. Donc, l'idée de pouvoir évoluer dans tous ces milieux à la fois, ça m'a vraiment plu. Et je me suis du coup renseignée sur comment devenir maquilleur. Et donc, j'ai découvert les écoles à Paris. Et de ma province, je me suis déplacée un week-end, une semaine, pour aller rencontrer les écoles et voir comment ça se passait. Et donc j'en ai choisi une particulièrement parce que c'était 2 chefs maquilleuses de cinéma qui avaient ouvert cette école de formation. Et voilà, elles étaient actives et c'est ce qui me plaisait. Et c'est ces 2 femmes qui m'ont convaincue de le faire avec elles. Et du coup, justement, pour rebondir sur la formation, quel cursus vous avez suivi et qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui à une personne qui voudrait se lancer dans le maquillage au cinéma? Alors moi, à l'époque où j'ai commencé, il y avait extrêmement peu d'écoles. Donc voilà, je crois qu'il y en avait 2 et j'ai pris une de celles qui existaient. C'est très compliqué l'enseignement du maquillage en France parce qu'en fait, il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas de grande école, il n'y a pas de section publique, même à Louis Lumière, etc. Ce ne sont que des écoles privées. Donc il y a un emballement là-dessus parce que ça rapporte de l'argent. Il y en a qui ouvrent tous les ans à Paris, en province. Aucune n'est parfaite. Je pense quand même que c'est une bonne chose d'intégrer une école, ne serait-ce que pour voir si ça plaît ou pas. Comment peut-on savoir si on aime le maquillage, si on est fait pour ça? Alors évidemment, des gens qui ont un énorme réseau, si il y a plein de gens dans la famille, dans le cinéma, etc., elles peuvent rentrer par la porte de l'apprentissage sur le tas. Mais bon, sans passer par l'école. Voilà, c'est extrêmement rare. Je ne vais pas là citer la meilleure école ou la pire. Je pense que, en tout cas, la seule chose qu'il faut savoir quand on rentre dans une école de maquillage,
c'est que on va apprendre, dans une école de maquillage actuelle, hein, c'est qu'on va apprendre une toute petite partie du métier. Après, le métier, il va se faire sur le terrain, sur des plateaux ou sur des scènes de théâtre, si on travaille au théâtre, et avec d'autres gens. Parce qu'il y a autant de maquilleuses que de, je ne vais pas dire que de technique, mais que de façon de maquiller, que de vision du maquillage. Et moi, j'ai vraiment commencé toute seule, parce que voilà, j'ai cherché des chefs maquilleuses avec qui j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé, et ça m'a beaucoup manqué. Mais bon, on peut aussi démarrer seul, mais c'est une montagne à gravir, parce que quand on vous demande quelque chose que vous ne savez pas faire, ben voilà, moi je me suis entraînée des soirées entières, des nuits entières dans ma cuisine par rapport à des demandes de choses que je n'avais pas vues à l'école. Voilà, donc c'est très important, mais ça je pense que toutes les élèves maquilleuses le savent, c'est que c'est pas parce qu'on sort d'une école qu'on est maquilleuse, en tout cas de cinéma. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, que ça permet vraiment de voir si ça nous plaît. Donc ça, c'est une première chose. Et pour mon expérience, c'est vrai que j'ai adoré l'école. On a appris plein de choses. On apprend autant pour le cinéma, le théâtre, la mode, etc. Donc c'est très large et sur un an, c'est très court aussi. Donc ça vous apporte des bases, mais vraiment c'est trop insuffisant. Donc après, c'est vrai que le parcours, je pense que ça prend au moins une dizaine d'années avant de se dire, bon, là, je peux me débrouiller toute seule, parce qu'il y a des écoles, comme disait Odile, à travers l'assistanat. Donc on fait beaucoup on est souvent assistante au départ, donc auprès d'autres maquilleurs. Et on apprend différentes techniques en travaillant avec eux. Et après, c'est de la curiosité, c'est de l'entraînement, c'est du travail chez soi, c'est de la curiosité parce que voilà, je pense que c'est beaucoup de cuisine aussi, c'est plein de recettes différentes. Voilà, qu'il faut découvrir, tester et améliorer avec le temps. Et donc, moi, je conseillerais beaucoup d'assister des professionnels et essayer de viser des gens qu'on admire ou dont on aime le travail. Très bien. Et moi, je peux dire quelque chose. Moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, à peine je suis rentrée dans l'école de maquillage, que très vite, j'en ai vu les limites. Ce que je voulais voir, c'est comment c'était sur un plateau. D'abord, le fonctionnement d'un tournage, parce que je ne savais rien. Donc, je suis allée, à l'époque, c'était l'IDEC. Je suis allée m'inscrire pour faire des courts-métrages à l'IDEC. Je suis allée mettre une petite annonce, ils étaient à Brie-sur-Marne. Et du coup, très vite, je n'allais plus à l'école. Je faisais les courts-métrages de toute cette promotion de l'IDEC. Enfin, j'allais à l'école quand mais en fait, j'ai pas du tout suivi le cursus classique d'être assistante d'une grande maquilleuse, de faire d'abord des films comme assistante et puis comme chef, etc. J'ai fait ce que... Non pas que je ne voulais pas, j'aurais adoré, mais il y a plus de demandes que d'offres. Donc voilà, moi j'ai quand même beaucoup appris sur l'OSA. Toute seule. Et en étant chef maquilleuse, maintenant je me dis mais j'étais complètement dingue. Et en étant chef maquilleuse, alors pas sur des énormes projets, mais sur tout un tas de films d'auteur que j'ai fait à mes débuts. Voilà. Vous qui êtes dans ce milieu du coup depuis des dizaines d'années maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre évolution professionnelle ? Moi j'ai mis un petit peu de temps comme beaucoup de gens, enfin à la fois je suis en train de vous dire le contraire, mais j'ai fait donc beaucoup de films d'auteur. Il s'avère que par un hasard incroyable, je me suis retrouvée à travailler sur des projets dits internationaux et que du coup j'ai développé ce réseau, enfin cette catégorie. Ouais. Ce qui ne m'empêche absolument pas de faire à côté des petits films, des gros films, des séries, etc. J'ai quand même évidemment l'impression d'avoir un petit peu plus, je dis bien un tout petit peu plus le choix qu'à mes débuts. J'ai quand même l'impression que chaque film qu'on me propose, je le prends comme un cadeau du ciel et je me dis ah on me propose un film super mais ça sera le dernier. Donc je suis pas assise sur
sur une quelconque certitude d'avoir vraiment pignon sur rue dans le métier et que maintenant, ça y est, c'est bon. Alors, pour mon évolution, moi je l'ai ressenti plus à travers mes rencontres professionnelles. Donc c'est vraiment à chaque fois des personnes qui m'ont amené à faire des choses très différentes. Dans la mode, ça a été certains grands maquilleurs. Et puis dans le cinéma, bon, c'est des acteurs principalement qui m'amènent sur les projets. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette partie du métier où on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qui vient nous chercher, quelle envie derrière et pourquoi, ça on ne maîtrise pas vraiment, quoi. Mais bon, on est toujours très content qu'on fasse appel à nous. Ça, c'est vrai que c'est plutôt très agréable. Et voilà, donc ça peut être demande d'un réalisateur, ça peut être un producteur, ça peut être un maquilleur. Voilà, c'est une palette de gens qui sont très très divers. Et c'est un peu des hasards, c'est des fois des rencontres, comme j'ai dit. Il y a des circonstances qui font que voilà, ça tombe à ce moment-là. Il faut avoir les bons timings, hein, parce que il faut dire que des projets, c'est du temps. Donc des fois, on est sur des tournages pendant 6 mois. On va peut-être avoir des demandes pendant ce tournage de 6 mois. On ne pourra pas répondre. Voilà, ça va, ça vient. C'est vraiment pas... Il n'y a pas de... en tout cas, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de règles. C'est pas comme système anglais ou américain où la profession est assez organisée. Les maquilleurs peuvent avoir des agents quand ils ont un certain, une certaine notoriété. Donc ça aide parce que l'agent doit développer les rencontres avec différents projets. Ils ont des demandes et puis après ils les étudient et ils peuvent choisir. Mais voilà, ça c'est à un certain niveau. Donc, mais ça en France, ça n'existe pas. Donc on est un petit peu en mode solo. Nous avons créé une association professionnelle qui s'appelle l'AMC, l'Association des maquilleuses et des maquilleurs de cinéma, et qui nous permet de tous nous fédérer. Et entre autres, pas de manière officielle, mais entre autres, ce que j'espère de pouvoir se parler de nos projets éventuels et de les faire passer de l'une à l'autre sans évidemment aucun caractère obligatoire, mais voilà, moi je suis très sensible à ça, à la solidarité et à l'entraide. J'ai toujours essayé de le faire pour les autres maquilleuses et j'ai toujours été je suis très heureuse en fait quand un film arrive par une autre maquilleuse. Voilà. Est-ce que vous trouvez que votre métier il a changé entre vos débuts et maintenant ? Oui, alors sur l'aspect technique, ça évolue tout le temps, puisque avec tous les produits avec lesquels on travaille peuvent évoluer. Les supports ont terriblement évolué. Voilà, énormément évolué, puisqu'on est passé au numérique, alors qu'avant c'était de la pellicule. Donc les éclairages aussi changent. Les sources de lumière changent, tout change. La mode du maquillage change. On n'a pas du tout le même œil. Moi, quand j'ai commencé, on maquillait les hommes avec un gros fond de teint, du rouge à lèvres. Et j'ai pas commencé en 1930, hein, je tiens à le préciser. Maintenant, l'œil a totalement évolué sur le maquillage. On regarde même des films qui ont 30, 40 ans, les effets spéciaux, c'est irregardable. Hein. Donc en fait, on est arrivé à des maquillages de plus en plus, entre guillemets, naturels, ce mot qui veut tout dire et rien dire, de plus en plus imperceptibles. L'œil des maquilleurs a évolué, mais je pense que l'œil des spectateurs a évolué, donc c'est ça aussi. Mais ça, c'est une évolution constante, hein. Dans 10 ans, ce sera encore différent. Puis peut-être qu'à un moment, ça va être à la mode de mettre des gros maquillages sur tout le monde. Et là, il suffit de regarder n'importe quel film pour savoir en quelle année il a été fait, même si c'est un film d'époque 18e, mais s'il a été fait dans les années 50, on reconnaît immédiatement la patte des années 50, et je pense qu'il y a une patte des années 2000, 2020, donc effectivement le métier il évolue aussi en fonction de ça. Alors il y a l'aspect technique, il y a aussi l'aspect relationnel aussi. Je trouve qu'avec le travail avec les chefs-op, c'est pas toujours évident aujourd'hui.
ça l'était beaucoup plus avant. Et quand je travaille avec des chefs-op qui ont un certain nombre d'années d'expérience, ils sont beaucoup plus proches des maquilleurs. Ils communiquent davantage parce qu'on a des besoins, en fait. On a des besoins de savoir, en démarrant la journée, par rapport aux séquences qu'on va tourner, si ça va être un éclairage chaud, un éclairage froid, si ça va être en demi-teinte, si ça va être... il y a plein d'aspects techniques qu'on doit savoir pour rendre compte nos maquillages en fonction de tout ça. Et avant aussi, il y avait une préparation de chaque journée. Le réalisateur pouvait aussi nous indiquer des storyboards pour préciser les axes de caméra, qu'on ait une vision réelle de chaque scène et des plans qu'elle allait tourner. Donc c'était un travail qui était quand même vachement préparé. Aujourd'hui, on n'a plus. Ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup des films. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que globalement, quand les grands entre guillemets maquilleurs étaient des maquilleurs, donc des hommes, c'était un peu des princes. Il n'y avait aucun problème. Ils faisaient plus ou moins. Évidemment qu'ils avaient des problèmes, et que depuis que le métier c'est terriblement féminisé. Je constate, il s'est beaucoup amoindri dans la reconnaissance qu'on a de nos interventions, de notre préparation. On arrive un peu, bon ça on pourrait en faire quasiment un podcast lui tout seul, c'est pas là le sujet. Mais c'est aussi ça qui a évolué, c'est que, et on espère évidemment qu'on va revenir en arrière. Qu'on va faire, alors sans devenir des princes, ni quoi que ce soit, on n'a absolument aucun problème avec ça, mais que, voilà, qu'on considère un peu, pas nous en tant que personne, mais notre travail avec un peu plus d'importance. Et ça s'est fait quand, ça, cette bascule entre hommes et femmes, du coup ? Elle s'est faite, moi je dirais, dans les années 90. Ah oui, c'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux, non, 90, ouais. Alors il y a eu aussi des grandes maquilleuses, c'est pas là, mais il y a effectivement, alors c'est pas lié que à la féminisation du métier, mais moi je suis absolument intimement persuadée qu'il y a un rapport, même peut-être évidemment inconscient pour les gens, mais ouais, et peut-être qu'on est aussi, enfin entre guillemets responsable, c'est-à-dire que il faut savoir aussi évidemment dans nos métiers savoir s'imposer. C'est-à-dire avoir des demandes précises, avoir des besoins techniques, parce qu'on peut travailler dans notre coin, arriver sur le plateau, avoir un éclairage, et tout d'un coup découvrir qu'on ne voit rien. Rien ne se passe à l'image. Et donc on peut être vraiment déçu d'avoir passé des fois 1 heure sur un comédien et de rien voir en arrivant. Donc c'est pour ça que la préparation et l'échange... ils sont importants, quoi. Extrêmement on travaille important. tous ensemble et c'est pour le résultat, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour un résultat. On a pas mal parlé de chef maquilleur, maquilleuse et maquilleur-maquilleuse tout court. Quels sont les autres postes qui existent au sein de l'équipe maquillage et les différences entre ces différents postes ? Alors, là, il y a donc la chef maquilleuse qui est donc supervise le département maquillage. Qui peut être toute seule sur des petits films. Moi j'ai fait plein de films où j'étais toute seule, mais bon, mon poste c'est chef maquilleuse. Ensuite il y a les maquilleurs. Donc maquilleur, ça peut être quelqu'un qui est là sur tout le film, qui assiste la chef maquilleuse. Quand je dis assister, j'aime pas ce mot, mais avec qui elle se partage le boulot, les rôles, l'organisation, etc. Maquilleur, c'est aussi la fonction de quelqu'un qui vient une journée pour un renfort. Donc il y a des films où il y a des gens qui peuvent venir 3 ou 4 semaines en renfort. Ils font quasiment partie de l'équipe de base, mais il y a des jours où ils ne seront pas là. Ensuite, il y a la chef, ensuite, c'est pas par ordre de hiérarchie, comme autre poste, il y a la chef maquilleuse figuration, qui a maintenant de plus en plus, Dieu soit loué, sur tous les films, et même téléfilms, plateformes d'époque, où là c'est quelqu'un qui, en liaison avec la chef maquilleuse du film, en liaison artistique, c'est-à-dire que la chef maquilleuse du film lui dit comment elle
comment elle a envie que soient les gens, hein, ce qui n'exclut absolument pas que la chef maquilleuse ait elle-même des idées et des suggestions. Et après, par contre, la chef maquilleuse figuration, de manière autonome, en tout cas moi c'est comme ça que je vois ce poste, que j'ai souvent exercé, organise toute la gestion de tout ce qui concerne la figuration. Qui va venir, combien de temps, combien de maquilleurs, comment on va être installé, etc. Donc ça, c'est un poste assez important. Il y a aussi tout ce qui est maquilleur SFX. Alors là, tout dépend des demandes. Dès qu'il y a des maquillages assez... ce qu'on appelle maquillage effets spéciaux, ça fait d'ailleurs partie de l'évolution du métier, c'est-à-dire qu'il y a... moi, quand j'ai commencé, on faisait en direct les effets spéciaux sur la peau, avec ce qu'on avait, ce qu'on pouvait, etc. De plus en plus, ça ne se fait pas, sauf pour des choses très très ponctuelles. Et maintenant, on travaille avec des prothèses. Hein, même un petit bouton, une petite éraflure, c'est quelque chose qu'on colle et qu'on maquille sur la peau du comédien. Voilà. Donc, ces prothèses, elles sont, en général, elles peuvent être fabriquées par le chef maquilleur, mais... La plupart du temps, elles sont fabriquées par un prothésiste ou par un atelier de prothésiste, un atelier d'effets spéciaux, de maquilleurs effets spéciaux, qui sont donc associés au projet dès le départ. Voilà. Après, quand il y en a beaucoup, ou des choses très pointues, qui prennent beaucoup de temps, dont la chef maquilleuse ne pourra pas ou ne saura pas faire, ils viennent sur le plateau. Donc voilà, j'estime que ces gens font évidemment partie de l'équipe d'un film, à partir du moment où il y a assez souvent des transformations, des effets spéciaux, des blessures, des vieillissements, etc. Après, sur les films internationaux, il y a plein d'autres postes, ça se démultiplie. Il y a le make-up designer qui décide donc de la direction artistique du maquillage. Elle prend en dessous des chefs maquilleurs qui vont les réaliser. Ensuite, il y a plein de postes qui n'existent pas en France. Un supervisor. Un supervisor qui gère justement tout le côté administratif. Qui va venir quand, remplir les feuilles, etc. Sur des projets 100% français, c'est extrêmement rare qu'il y ait tous ces postes, mais ils existent et on espère qu'ils vont se développer. Voilà. Et on a omis de parler des posticheurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que les chefs maquilleuses sont officiellement responsables de tout ce qui est postiche, de tout ce qui se colle sur le visage. Les barbes, les moustaches, etc. Ça ne veut pas dire que les coiffeurs ne savent pas le faire, mais officiellement, c'est nous qui nous en occupons. Et il y a évidemment des gens qui fabriquent ces postiches, avec qui on travaille dès le départ, qui fabriquent ou qui louent parfois quand c'est pour de la figuration. Et c'est effectivement des gens qu'on intègre en quelque sorte à notre équipe dès qu'il y a un gros besoin de ce côté-là. À vous deux, vous avez travaillé sur une centaine de longs métrages, dont des films contemporains comme Celle que vous croyez de Safi Nebou, Mission Impossible Fallout de Christophe McQuarrie, mais également des films se déroulant dans les années 60 comme La Bonne Épouse de Martin Provost et Jackie de Pablo Larraín. Comment est-ce que vous abordez des longs métrages si différents et y a-t-il des difficultés particulières selon les époques représentées dans le film ? On aborde, comme je l'ai dit au début, on aborde chaque film comme, enfin moi en tout cas, comme une nouveauté totale, quoi. Il faut absolument pas... évidemment que l'expérience qu'on a eue avant sert. Quand c'est un film d'époque, il faut quand même, je pense, être extrêmement au courant et pointu sur ce qui se faisait à l'époque. Pas forcément pour le recopier de manière identique. On ne fait pas un documentaire. On peut tout à fait décider de ne pas faire exactement comme à l'époque, de le décaler, ce qui est souvent le souhait d'ailleurs des réalisateurs qui détestent en quelque sorte les films qui sentent le formol. Mais je pense que pour pouvoir être libre dans une époque, il faut extrêmement bien la connaître. Et je pense qu'on peut être libre, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, sinon ça n'a aucun sens de faire un film d'époque, autant faire... voilà. Donc voilà, il faut aborder, mais je pense comme presque tous les films, mais certes, surtout les films historiques, il faut les aborder avec beaucoup de documentation, beaucoup d'allers-retours avec le département costume, évidemment beaucoup d'allers-retours avec le département... coiffure, qui détermine terriblement ce que c'est qu'une époque. Et
Et puis voilà, écouter ce dont a envie le réalisateur. Il y a des réalisateurs qui ne savent pas trop, il y en a qui ont des idées très précises, leur faire des propositions. Oui, parce que donc film d'époque, ça veut dire aussi donc des recherches, de la documentation, c'est prendre plein de visuels, c'est se documenter un maximum, c'est faire des boards. On fait beaucoup de boards dans ces cas-là. Déjà pour nous, nous immerger dans l'époque. Donc c'est un travail d'observation. Après, c'est vrai que comme tu le disais, c'est un travail énormément avec le département costume, parce que c'est eux qui vont donner la note avec le style des costumes, les couleurs, chapeau, pas chapeau, etc. Et puis après, l'intention du réalisateur aussi, ouais, qui est enfin, très très importante, parce qu'il y en a qui vont aller contre-courant, qui veulent de la vie, qui veulent pas des choses figées, qui veulent pas qu'on se réduise à ce qu'il y avait à l'époque, parce qu'on recrée la vie. Donc c'est pas souvent on part à partir de photos, et ça c'est le danger, parce que les photos c'est pas la vie, hein. Souvent dans les films d'époque, les photos qu'on a, c'est des photos qui sont stylisées, travaillées, très coiffées, très maquillées. Donc il faut aller voir aussi dans des livres d'histoire pour voir les gens de la rue, les gens qui travaillent, regarder vraiment tout l'environnement en fonction du sujet aussi. Et ça nous amène à travailler le réel. Donc de se replonger dans une époque, mais d'être dans le réel. Travailler sur un film d'époque, c'est pas seulement bien la connaître, c'est, je pense aussi, enfin pour moi, c'est aussi avoir une vision. Enfin, c'est peut-être un mot un peu prétentieux, mais savoir comment on va la traiter, quoi. Une autre question, du coup, plutôt pour Odile. Tu as travaillé sur des films d'époque comme Benedetta de Paul Verhoeven se déroulant au XVIIe siècle, ou encore Marie-Antoinette de Sofia Coppola qui prend place au XVIIIe. Est-ce qu'il est plus difficile de travailler sur ce genre de film où le maquillage est assez différent d'aujourd'hui? Non, c'est pas plus difficile. Enfin, on a plus de contraintes. Alors, Marie-Antoinette, j'étais renfort, hein, j'étais pas du tout là. Mais bon, c'était très amusant à faire et très intéressant. Et sur le Benedetta, j'étais aussi que pour Virginie Efira. Donc, je m'occupais d'une comédienne. Bah, évidemment, quand on fait un film sur une bonne sœur au XVIIe, on a quand même des contraintes. On ne peut pas envisager une seule seconde qu'elle ait l'air maquillée, on ne peut pas envisager une seule seconde que... voilà. Mais en termes de difficulté, non, pas forcément. Enfin, moi, je suis très habituée à faire des films d'époque, donc ça me paraît pas... ça me paraît assez amusant et plutôt intéressant, mais ça ne me paraît pas plus difficile. Non. Mais du coup, comment on fait pour maquiller sans avoir l'air maquillé, comme t'as dit, Bah ça, on le fait Benedetta. tout le temps, ça, hein. Pas seulement sur des films... pas seulement sur des films d'époque, je dirais même encore plus sur les films contemporains. C'est plus du tout à la mode. Enfin, globalement, les actrices, ce qu'elles aiment, c'est pas avoir l'air maquillée. Tu es d'accord? Ah oui, oui, globalement. tout à fait, ouais, C'est ouais. plus du tout à la mode d'avoir un gros make-up qui fait attention, je tourne dans un film, j'ai l'air maquillée. Donc, ce truc d'être confronté à l'invisibilité, ou en tout cas l'imperceptibilité de notre travail, Ouais. elle est constante. Et pas du tout uniquement Au XVIIe siècle. 17e. Je vais même dire que quand on fait Marie-Antoinette, ou comme une série que j'ai fait l'an dernier, 18e, on est trop contente, parce que là, ce qui était à la mode à l'époque, enfin en tout cas dans une certaine catégorie de population, c'était de faire un maquillage qui se voit. Et donc là, enfin moi j'adore, parce que justement, le maquillage, pour plein de raisons, était indispensable, tout ce qui est chez les nobles, la cour, etc. Et là, on peut y aller, alors que c'est extrêmement rare. D'autres époques comme ça, à part. Alors, ce qu'on peut expliquer peut-être, c'est parce que je vois ta question, quand on parle de maquillage naturel qui se voit pas, qui se sent pas, c'est aussi un travail avec la couleur et les textures. C'est un travail sur l'ombre et la lumière. C'est pas stylisé. Donc on suit en fait la morphologie, la beauté de la personne. On va juste améliorer ce qu'il y a à améliorer, et on va laisser la fatigue s'il faut la laisser en fonction de ce que va traverser le personnage. Donc on va pas forcément maquiller pour rendre joli.
on va maquiller aussi pour raconter l'histoire. Donc, il faut être au plus proche des émotions qu'il va traverser. Et on va être au plus près des conditions climatiques. Et il va falloir qu'on fasse transpirer une peau parce qu'elle vient de courir pendant un quart d'heure. On va faire rougir les peaux. On va, quand voilà, il y a des scènes d'amour, on doit retranscrire aussi la moiteur, la sensibilité, la sensualité de ce moment-là. Donc tout ça, c'est à travers des matières, des textures. On peut huiler des corps, on peut faire briller des peaux, on peut... voilà, on a tout un arsenal de produits aussi à notre disposition pour recréer la transpiration. Voilà, il y a plein de petits trucs Oui, c'est vrai, quand on pense maquillage, on pense pas forcément à tous ces autres aspects. À toute cette palette technique qui, en fait, recrée la vie. Et les émotions, tout ce que peut traverser un personnage dans son histoire. Et après, on peut arriver aux accidents. Ça peut être une griffure, ça peut être une coupure, ça peut être saigner de la bouche, du nez, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est le rôle du maquilleur, d'être au plus près de tous ces accidents. Et du coup, qui décide et valide le maquillage dans un film? Est-ce que c'est le réal, le chef-op? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les comédiens? À mon avis, c'est officiellement, et même pas seulement officiellement, c'est le réalisateur. Les comédiens ont quand même souvent leur mot à dire. C'est-à-dire qu'en deuxième, c'est les comédiens, en tout cas une grande majorité des comédiens, parce que un comédien qui ne veut pas de tel maquillage, c'est même pas la peine d'insister, ça ne marchera pas. Donc c'est les comédiens. Le chef opérateur a aussi son mot à dire puisqu'il est aux premières loges pour juger de... Voilà. Alors selon les films, il y a des... Ça c'est ce que disait très bien Céline tout à l'heure. Selon les films, il y a des chefs opérateurs qui s'impliquent énormément dans le travail de maquillage et dans parler avec nous, mais aussi avoir un avis sur, par rapport à leur lumière, sur ce qui va fonctionner ou pas. Et puis il y a d'autres films où on fait des maquillages, ils les voient aux essais, ils peuvent éventuellement donner leur avis, mais ils en ont pas forcément. Et puis après, roule bouboule, il se passera ce qui se passera en tournage. Mais pour moi, en tout cas, à partir du moment où c'est dès qu'il y a un effet, c'est avant tout le réalisateur. Si on veut quelqu'un fatigué, est-ce que ça vous plaît si je le fatigue comme ça? Une transformation pour un film d'époque, etc. Après, quand c'est des maquillages, entre guillemets, invisibles, c'est vrai que c'est aussi quand même en grande accointance avec le chef opérateur, parce que c'est lui qui pourra nous dire, voilà, en fonction de ma lumière, je vois pas, ouais. je vois pas, ça passera très bien, attention, j'aime pas les brillances, attention, je vais faire une lumière très chaude, donc faites ceci, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Donc tout dépend si c'est vraiment une décision totalement artistique par rapport au personnage, ou une décision plus d'accointance entre la lumière et la peau de quelqu'un. Et puis ça peut aussi se passer au moment des essais. Donc bien sûr. Notre travail en fait est validé en grande partie, parce qu'on essaye de faire des essais les plus complets possibles. C'est pas toujours possible, mais on essaie. Donc c'est-à-dire ça s'organise avant le tournage. On rencontre les acteurs et les actrices. Ils font des essais à la coiffure, au costume et au maquillage. Et donc, soit ce sont des essais filmés, donc une fois que l'acteur est coiffé, maquillé, habillé, il va rencontrer le réalisateur et être filmé par le chef-op. Et donc après, on a une séquence de visionnage de ces essais filmés. Et là, il y a des discussions. Il y a des discussions, donc il y a le chef costumier qui est présent, il y a le chef maquilleur, le chef coiffeur, voilà. Ça dépend, le réalisateur, le chef opérateur, quelquefois la production. Voilà. Et donc là, ça amène un dialogue aussi, et on voit avec les effets de lumière désirés par le réalisateur, ce qui marche pas, ce qu'il a envie de changer, ce qu'il a envie de garder. Et donc ça, c'est une vraie richesse. Parce que nous, ça nous indique vraiment ce qu'ils désirent. C'est une étape très importante pour nous. Très souvent, on ne fait pas du tout
pendant le tournage ce qu'on a fait aux essais, parce que justement, on en a tiré plein de conclusions. Plein de conclusions, ça ne veut pas dire que ça n'a servi à rien. Au contraire, on en a tiré plein de conclusions et du coup, on sait qu'on doit plutôt aller par là ou par là. Et du coup, dans les essais, il y a quand même plusieurs scènes qui sont filmées. C'est pas des très scènes. rare. Non, pas des scènes, il y a plusieurs maquillages, parce que vu que je sais pas, l'acteur pendant 1h30, il va être avec des différents maquillages. S'il y a plusieurs étapes, s'il y a plusieurs étapes ou plusieurs variations du même comédien, je sais pas, je dis n'importe quoi, fatigué, pas fatigué, elle très maquillée pour une soirée et tout, on essaye évidemment de passer le maximum, de faire le maximum de maquillage. En général, ça dure souvent qu'une journée, parfois sur des gros films de jour, donc c'est très serré, mais évidemment que le but, c'est de faire présenter tous les maquillages qui vont jouer dans le film. Et est-ce qu'il y a une grosse différence entre maquillage homme et femme ? Alors, c'est une question qui est assez large, mais oui, on va maquiller un homme comme une femme. On peut avec justement un effet de maquillage invisible, on peut totalement corriger le teint d'un homme. Alors lui, il a d'autres aspects, c'est qu'il y a la barbe, les poils, que la femme n'a pas. Oui, qui joue beaucoup sur son look, et donc on se met d'accord sur une barbe de 5 jours, ou une vraie barbe, une moustache avec un design précis, les sourcils, si ils sont trop présents, on peut aussi épiler un homme, et des fois ils ont des attentes aussi un peu plus poussées, ou ils ont envie que leurs yeux ressortent. On peut arriver à mettre du mascara de manière très légère pour accentuer, mettre un contraste et faire ressortir ses yeux. Enfin, une ombre grasse, un petit, comme une pigmentation naturelle des yeux. On hydrate la bouche. Notre métier, c'est toujours ce que je dis aux jeunes maquilleuses, c'est aussi de ne savoir pas maquiller, quoi. C'est très important de ne pas penser que parce qu'on est maquilleuse, il faut maquiller systématiquement tout le monde. Il y a des gens, ils arrivent, ils sont absolument parfaits, hommes et femmes, absolument parfaits comme ils sont, à part peut-être une toute petite intervention ponctuelle, et c'est très important de savoir prendre la décision de ne pas maquiller les gens et de ne pas penser qu'il faut forcément... Et donc c'est une décision qui peut être prise plus souvent pour des hommes que pour des femmes, par exemple. Voilà, pour résumer. Très bien. On a parlé des essais filmés. Du coup, quelle est la place en général du métier de maquilleur dans un film, dans la production du film ? À quel moment vous êtes appelé pour faire partie d'un projet ? Est-ce que c'est la production qui vous appelle, ou la réal ? Comment ça se passe ? En général, c'est les productions qui nous appellent. Si on est très proche d'un réalisateur, il peut vous avoir appelé une première fois en disant « j'aimerais bien que tu fasses mon film ». Mais après, très vite, d'un point de vue administratif, embauche, etc., c'est évidemment la production. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des contacts avec le réalisateur via le premier assistant ou en direct. Globalement, c'est assez rare qu'on arrive très très en amont. Ça arrive, mais globalement, on est un petit peu assez souvent les dernières à être choisies. C'est-à-dire quand on arrive, il y a la plupart du temps déjà un costumier, déjà un chef-op, déjà un chef décorateur, déjà un assistant. Ça dépend du projet. Si le gars il vous en a parlé il y a un an, vous le savez. Mais globalement, hélas, on arrive assez en fin de course. Combien de temps avant le tournage, c'est-à-dire ? Moi, je dirais entre 1 et 4 mois. Ouais. Tu es d'accord ? C'est à peu près ça, entre 1 et 4 mois. Voilà, en fonction de l'envergure du projet, s'il y a énormément de préparation, des fois on arrive, c'est le cas des séries, on a des fois 1 mois de préparation en amont, ils vous appellent bien avant. Donc c'est souvent 3-4 mois avant pour être sûr que ce mois de préparation soit bloqué. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe une journée type pour vous sur un tournage ? On en a déjà parlé avec Céline hier en relisant la question, et on se disait toutes les deux, je me permets de répondre un peu pour toi, qu'il n'y a pas vraiment de journée type, parce que mais globalement, notre travail se fait en début de journée. On est les premières personnes très souvent à arriver, on est les premières personnes que les comédiens voient le matin, d'où l'importance de notre relation avec eux.
On maquille les gens, on les prépare, comme on dit, et après ils vont tourner. Évidemment qu'il y a plein de cas de figure où il y a d'autres comédiens qui arrivent en cours de journée, où il y a un changement de maquillage. Mais en fait, notre moment le plus important, où il faut être vraiment bien réveillé, alors qu'on se lève très très tôt, et être le plus efficace possible, sans perdre une seconde et tout, c'est sur ce temps, ce qu'on appelle la préparation. Ça peut aller de 1 heure à 4 heures s'il y a du monde, etc. Et après, on va sur le plateau, c'est de la gestion, c'est de la maintenance, moi j'appelle ça la maintenance, faire en sorte que le maquillage soit toujours bien. S'il y a des gens qui arrivent, il faut être 2, il faut qu'il y en ait une toujours qui reste sur le plateau, une ou un, et toujours un qui réceptionne les comédiens. Ensuite, tout ce qui est changement, selon le tournage, selon la proximité ou pas des loges, ça se fait sur le plateau ou pas, mais on fait aussi beaucoup de choses sur le plateau. Après, globalement, il y a la coupure déjeuner. En général, c'est un moment où on reprend tous les comédiens. On reprend tous les comédiens, sauf s'il y en a certains qui ne tournent pas immédiatement, mais c'est aussi un moment important juste après le repas où on doit un peu rechecker tout le monde. Et après, la journée se termine, on démaquille les gens ou pas, ça dépend si c'est des gros maquillages, ça dépend leurs habitudes. Il y a quand même beaucoup de gens qui partent avec leur maquillage, il y en a beaucoup qui se démaquillent, qu'on démaquille ou qui se démaquillent tout seul en loge. Et puis, si on déménage le lendemain, on doit tout ranger, tout empaqueté pour bouger pour le lendemain. Voilà globalement une journée. Et cette journée-là, elle se prépare souvent la veille, puisqu'on a nos feuilles de service. Donc c'est un outil hyper important pour nous, où la mise en scène évalue le programme de la journée. Et donc, en fonction de cette feuille de service, on évalue tous les besoins et notre temps de préparation. On doit leur donner. Donc, c'est assez chronométré. Ça peut aller... le temps de prépa peut aller de 30 minutes à 2 heures. Oui, ça dépend. Après, ça dépend des besoins. Pour un comédien, si c'est un gars qui n'est pas maquillé, c'est 10 minutes, on regarde si tout va bien. Si c'est certaines actrices qui demandent beaucoup plus de temps, pas seulement parce que le travail est forcément énorme, mais parce qu'elles aiment bien être cool, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Là, je parle pour des maquillages beauté de base. Après, évidemment, si on fait des maquillages très compliqués, des vieillissements et tout, alors là... s'il y a des poses de perruques, des poses de postiches et tout, c'est très... Il y a vraiment, ça peut être entre 10 minutes. Voilà, après, quelqu'un peut arriver 2 heures avant, ça ne veut pas dire qu'on va le préparer pendant 2 heures. Mais il y a tous les autres après. Donc vous, le maquillage, c'est en premier avant l'habillage et la coiffure? Alors ça c'est aléatoire en fait, c'est en fonction des envies de chaque comédien, il n'y a pas de règle. Il y en a qui aiment être habillés en arrivant, ils s'habillent et après ils passent au maquillage et ils finissent à la coiffure. Il y en a d'autres, c'est maquillage d'abord. C'est pas forcément le comédien qui décide, c'est aussi comment ça va se... Voilà. Et aussi dans l'organisation. Voilà, s'il y a 4 comédiens qui arrivent, ils ne peuvent pas être les 4 au maquillage, surtout s'il n'y a qu'une maquilleuse, donc il y en a 2 qui vont aller au costume, une au maquillage, une ou un au maquillage, une ou un à la coiffure, et après on va permuter. Donc c'est un petit puzzle à mettre en place plus ou moins compliqué selon le nombre de comédiens et ce qu'il y a à faire. Mais ça, on est très rompu à ça, c'est pas... à part du coup justement habillage et coiffure, quels sont les autres métiers que vous côtoyez directement? La mise en scène, c'est dès le matin en préparation justement. On a les 3e assistants donc, qui accueillent les comédiens et qui nous les amènent en coiffure ou en maquillage. Donc les 3e assistants mise en scène qui sont à gérer le temps. Pour qu'on puisse remettre, c'est un peu nos termes, on n'aime pas trop, mais pour remettre les comédiens à l'heure pour le PAT, prêt à tourner. Et ça c'est la mise en scène qui gère ça. Après on a un rapport au script, comme on le disait, si on a des points de détail en préparation parce qu'on a des raccords, en fonction, comme on ne tourne jamais dans la continuité, on peut avoir un doute sur nos notes ou nos photos, et eux possèdent toujours des photos de chaque séquence. Donc on peut leur demander de nous montrer une référence de ce qu'ils ont eux. Ou si on a un petit doute sur la continuité, parce que c'est pas ultra clair dans le... Voilà, mais là,
À quel On moment est bien d'accord est. que c'est oui, que c'est le lendemain. Ou que, en général, on a des documents pour ça. Mais c'est un peu une référence. Voilà, c'est un soutien technique si c'est voilà, nécessaire. Et après, Alors, donc, les chefs-op, on en a parlé, hein, ça, évidemment. voilà. Bah, les régisseurs, parce que ça, c'est plutôt en préparation, parce que c'est eux qui vont nous dire ou discuter avec nous de comment on va être installé. Parce que c'est quand même un petit bazar. Hein. Donc, est-ce qu'on va être dans des loges, ce qu'on appelle des carloges, hein, qui se déplacent? Est-ce qu'on va être ce qu'on appelle dans du dur? Donc, dans les bâtiments. Dans des bâtiments, soit dédiés à ça, des studios, soit pas du tout dédiés à ça. On tourne dans tel commerce, rue de machin, et ils ont trouvé un appartement dans lequel, ou un hôtel, et ça. Et donc ça, et le nombre de personnes qu'on va être, et comment va être transporté notre matériel. Et ça, il y a beaucoup de travail en amont, et puis il y a aussi du travail au jour le jour. De voir avec le régisseur comment ça va se passer au jour le jour pour la suite. Et quand il y a des très grosses journées, en les anticipant beaucoup. Hein. Quand tout d'un coup, on a 40 maquilleurs dans Paris, qu'il faut installer 40 glaces, 40 chaises, les déplacer sur le décor et tout, ça, c'est des choses qui se préparent très longtemps à l'avance. Et la régie aussi nous apporte un peu tout ce qui est consommable. Donc voilà, les fournitures dont on a besoin au quotidien. Donc c'est eux qui gèrent un petit peu ces stocks-là. Et nos demandes aussi, quand on est quand même dans le gros du tournage, on peut avoir des besoins, des manques, et on peut leur faire les demandes. Donc c'est vrai que c'est une communication qu'on a en permanence, avec ce département. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de fournitures, etc., c'est vous qui choisissez tout le matériel avec lequel vous travaillez? Oui. C'est-à-dire qu'on arrive avec une partie de matériel qu'on a nous, hein, parce qu'au fur et à mesure des films, ou qu'on a acheté entre deux films parce que ça nous plaisait, etc. Donc voilà. on a une espèce de ce qu'on appelle une bijoute, notre kit, et à côté de ça, évidemment qu'on va pas tout avoir, on pense qu'à chaque fois on aura tout, mais non, on n'a jamais tout, parce qu'il y a une couleur qu'on n'a pas, parce qu'il y a une comédienne qui veut une chose, parce qu'on n'en a plus beaucoup, et là on a un budget dont on discute avec la production pour acheter ce qui nous manque. Voilà. Contrairement au décor et aux costumes, par exemple, le maquillage n'est pas du tout récompensé en France. Est-ce que vous pensez qu'une récompense pourrait voir le jour et devrait être créée pour le maquillage? Bien sûr. Évidemment, non seulement elle devrait voir le jour, mais elle va voir le jour. Elle va voir le jour. On espère. Attention. Ouais. Oui, c'est une aberration totale. Ça existe. Tous les pays qui ont des awards, c'est-à-dire quasiment tous les pays du monde, hein, il y en a au Bangladesh, il y en a dans tous les pays du monde, en Europe, mais justement au-delà de l'Europe, tous les pays qui ont des awards de cinéma ont une catégorie maquillage, une catégorie coiffure, ou une catégorie qui rassemble deux, ou éventuellement une catégorie costume et maquillage, etc. On est le seul pays. Voilà. Donc, on est sur ce coup depuis très longtemps, avec des moments où on a moins lutté que d'autres. Là, on est plutôt dans une pente ascendante. On va donc, via l'association, l'AMC, l'association de maquilleurs dont on vous a parlé tout à l'heure, lancer une grande action pour qu'il y ait enfin un César du maquillage et de la coiffure, parce que je pense que la charge symbolique est extrêmement importante. C'est pas tant qu'on rêve d'avoir des prix et tout, très franchement. On travaille depuis toujours sans, donc c'est pas le problème. C'est pas l'histoire de la gloire, c'est la reconnaissance. Quelle a été pour vous là où les choses les plus challengeantes que vous ayez vécues sur un tournage ou un projet en général? Allez, vas-y, lance-toi. Bon, moi, de toute façon, avant chaque film, je pète de trouille et je me dis que je ne vais pas y arriver. Donc, chaque film est un challenge, entre guillemets. Mais effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de petits challenges quand j'ai commencé, parce que j'ai travaillé avec un cinéaste qui s'appelle Raoul Ruiz, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, qui avait 12 idées à la minute. Et donc, il fallait le suivre. Mais tout ça n'avait pas été forcément préparé. Mais tout ça dans une grande bienveillance. C'est-à-dire, si je lui disais, non, c'est pas possible, il n'y avait aucun problème. C'était pas des pièges, hein, tu vois. Donc voilà, un jour sur une plage, il m'a dit, tu vois, celui-là, j'aimerais bien qu'il ressemble à un monstre. J'étais seule avec ma mallette, avec
mallette complètement classique de fond de teint, peut-être un pot de colle et tout. Donc j'ai coupé les cheveux de tous les garçons de l'équipe qui avaient les cheveux, où il y avait quelque chose à couper, je leur ai coupé les cheveux. Donc j'avais des poils de plein de couleurs différentes. Je les ai tous collés. J'ai fait 2 espèces de grosses joues avec du Kleenex mis en boule pour faire du volume, puisqu'à l'époque, que ça existe ou pas, c'était hors de question que j'ai une prothèse dans mon sac. Hein. J'ai collé les poils. Il y avait un squelette de je sais plus quel animal sur la plage. J'ai pris les dents, je les ai passées à l'alcool. Miracle absolu, il pouvait les mettre en les sortant de sa bouche sans qu'elles tombent, etc. Et voilà, donc je raconte toujours cette anecdote pour aussi faire comprendre que le maquillage, c'est aussi de la cuisine, c'est aussi du bricolage, c'est aussi de l'improvisation. Moi maintenant, mais encore, quoi, c'est aussi à voir des... Voilà. Donc ça, c'est vrai que je me rappelle la panique. Et puis comme c'était... voilà, quand on est dans un truc positif et bienveillant, en fait, on trouve toujours des solutions. Quand on est dans un environnement un peu négatif, ou quand on a peur de se faire piéger, ou quand on a peur de se faire engueuler, etc., eh ben, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Ouais. Pareil au début, premier long métrage, puisque je venais de la mode et que j'avais pas une grosse expérience des films. Et donc j'ai été chef maquilleuse directement sur un long métrage et sur un tournage en Sicile, donc avec une équipe italienne à 100%. Et voilà, donc je me suis lancée et à fond, à 300%, avec une équipe finalement très très bienveillante et adorable, mais avec des chefs coiffeurs hyper connus sur la place en Italie. C'était des grands coiffeurs. Et puis tout s'est bien passé en fait. Ça a été un des plus beaux souvenirs de cinéma que j'ai eu. Du coup, ça se raccorde très bien avec la question d'après, qui est quel est le ou les meilleurs moments que vous avez vécu grâce à ce travail? Alors ouais. Vas-y. Non, t'es sûre? Ouais. Alors moi, c'est mes 2 amours. C'est du coup le maquillage dans mon métier, donc sur un tournage, et le voyage. Voilà, je suis une grande voyageuse et donc j'ai pu faire un long métrage au Japon, dans la montagne. J'étais logée dans un temple bouddhiste. J'étais réveillée tous les matins au gong. Et je travaillais au lever du jour, donc très très tôt. Et c'était la saison de l'automne avec des arbres de toutes les couleurs. J'en avais plein les yeux et voilà, j'ai vraiment vécu un rêve éveillé et c'est un des plus grands souvenirs de tournage. C'était quoi le film du coup? C'est Voyage à Yoshino de Naomi Kawase. Moi, j'ai évidemment beaucoup de souvenirs de voyages magnifiques, mais en fait, moi, mes meilleurs souvenirs de tournage, ils sont quand même assez souvent liés aux gens qui étaient avec moi. Quand j'ai formé une belle équipe, qu'on était une bande joyeuse, détendue, qui travaillions ou qui allons travailler bien ensemble, ça me crée forcément des très bons souvenirs. Notamment, j'ai 2 souvenirs en tête. C'est quand je me suis occupée de la figuration sur le film de Christopher Nolan, Dunkerque, où là, il y avait quand même entre 300 et 1000, voire plus en multiplication numérique, mais enfin en présence physique, c'était entre 300 et 1000 tous les jours. On les maquillait évidemment pas tous, et on était donc 12 maquilleuses françaises, on s'entendait extrêmement bien, avec une équipe anglaise avec qui on s'entendait extrêmement bien, il fallait d'une rapidité absolument phénoménale. Mais voilà, comme on s'entendait toutes très bien, il y a eu une espèce de joie, de bonheur. Ça a été un tournage très très difficile. Nous, on n'allait pas sur le plateau, sauf 3-4 fois où on est allé, mais donc évidemment, plus après l'après-midi,
Voilà, on les retrouvait le soir pour les démaquiller ou pas. Donc ça, c'est un très bon souvenir. Et puis une série que j'ai fait l'an dernier, où je me suis là aussi occupée de la figuration, une très grosse série sur Benjamin Franklin, où là, ça a été un travail colossal qui a duré 8 mois et que j'ai absolument mais adoré faire à tout point de vue. Parce que c'était des nouveaux make-up à chaque séquence, des idées à trouver, des gens avec qui travailler, avec qui partager, avec qui... je crois qu'il y a une centaine de maquilleurs qui sont passés sur ce film, ça ne veut pas dire qu'il y en avait 100 tous les jours. Hein. Et en fait, voilà, comme c'est quand même un métier où moi j'ai assez souvent été seule, en fait, assez souvent été seule, puisque j'ai fait beaucoup de séries assez classiques, j'ai éventuellement une assistante ou une deuxième chef maquilleuse s'il y a un comédien qui a amené son maquilleur ou sa maquilleuse. J'ai fait beaucoup de films d'auteurs fauchés. Donc... En fait, maintenant, quand je suis en groupe, pas forcément 50 personnes, je trouve ça beaucoup plus chouette. Parce qu'on partage plein de trucs, parce que même au niveau boulot, hein, parce qu'il y a une idée qui rebondit, oui mais moi je fais ci, mais oui moi je fais ça, et toi tu ferais comment? Parce qu'on se partage, il y en a une qui aime pas faire un maquillage, ben c'est l'autre qui va le faire. Alors moi évidemment comme je régis tout ça, je choisis pas forcément, mais vraiment j'ai adoré ça. Voilà, des très bons souvenirs. Et du coup, est-ce que vous auriez des anecdotes de tournage? Alors, des anecdotes, oui, il y en a beaucoup. Donc, allez, je vais en choisir une. C'était donc une séquence de baiser, donc entre un acteur et une actrice. Et l'acteur est venu me voir en catimini un petit peu, il m'a emmené sur le côté pour me parler. Je me demandais bien ce qu'il allait me demander. Et donc je l'écoute et il me dit bon, Céline, maintenant bon, on a appris à se connaître et tout. Et bon, j'entendais et vraiment je ne savais pas du tout où il allait. Voilà, j'ai quelque chose de personnel à te demander. Bon, t'as confiance en moi? Oui, bien sûr. Et il continuait. Et à un moment, il me dit, bah voilà, je voudrais que tu me sentes la laine. Et là, j'ai été un peu estomaquée, surtout qu'on avait tous des masques sur le plateau, puisque c'était les suites du Covid, donc on n'était pas totalement en dehors. Et donc, avec mon masque sur la bouche, je le regarde, je lui dis, bah non, ça va pas être possible parce que je le ferai pas déjà. Et il existe plein de choses si tu as besoin. Donc, j'ai des petites pastilles, j'ai du spray, j'ai une brosse à dents, du dentifrice. Mais non, je suis désolée, je ne te sentirai pas la laine. Et donc là, il y avait le premier assistant qui était à côté, pas le premier, le deuxième assistant mise en scène qui était juste à côté, qui a entendu toute la scène. Et pendant tout le tournage, et il m'a fait rire avec ça, parce que voilà, ça a été un running gag tous les jours. Je peux te sentir la laine. Voilà, est-ce que je peux te sentir la laine? Très sexy. Ben, c'est des préoccupations aussi d'hommes et de femmes quand il y a des histoires de sexe ou de baiser. Ou de rapprochement intime. De rapprochement intime, ben, il y a d'autres questions qui arrivent et on ne peut pas tout résoudre en tant que maquilleuse. Mais on y est confronté de très près en tout cas, évidemment. Bah, j'ai peut-être encore raconté sur le film de Christopher Nolan, là, de Dunkerque. Donc, pour des raisons de décision de Christopher Nolan, de façon dont était organisé le tournage, il n'y avait pas de maquilleuse française qui allait sur le plateau, à part quelques journées bien précises, et à part des séquences dans un bateau où quelques maquilleuses y sont allées. Mais enfin, globalement, sur les 5 semaines qu'on durait le journal. Et puis un jour, on nous a dit, vite, venez sur le plateau. Donc on était déjà très, très étonnés d'être appelés. On est parti ventre à terre sur le plateau. On nous a prenez du sang, prenez un peu des trucs, de quoi coller des prothèses, etc. Et on est arrivé, donc il y avait une séquence sur un bateau. Alors je ne peux plus vous la situer dans le film exact parce que le film date quand même d'il y a un moment. Mais enfin, il y a tous les soldats sur un bateau. Et il fallait il fallait tous les blesser, les ensanglanter, mais dans un temps très très imparti. Parce qu'ils avaient décidé qu'on avait, comme d'habitude, il y avait eu un problème, c'est pas nous qui avions fait une erreur, on nous avait dit que non, il ne devait rien avoir, puis finalement ils trouvaient que c'était bien qu'ils soient
beaucoup plus marquée que d'habitude. Donc on est arrivé telle une nuée de moineaux sur ce bateau, un bateau c'est un bateau, hein, ça tangue, avec Christopher Nolan et son assistant au pied de la passerelle qui regardaient leur montre, ou presque. On était à la fois très très contente d'aller sur le plateau, très très, je sais comment je vais dire, un peu traqueuse, parce que c'est des choses en fait qu'on fait en général en réfléchissant un peu avant. Après, il se passe un truc très très particulier, c'est que, enfin en tout cas avec moi, c'est que quelquefois je réussis beaucoup mieux des maquillages auxquels j'ai pas trop réfléchi et pour lesquels je me suis pas trop entraînée. Il y a une espèce de truc d'instinct comme ça. Et donc là, on a toutes travaillé très très vite. Sans vraiment se concerter. Il y en avait une à bâbord, une à tribord, les mains dans le sang, dans la poussière, dans une espèce de, quand même, disons le mot, gros bordel. On nous l'aurait dit avant, 3 semaines avant, j'aurais vu, attention, on aurait tout préparé, catalogué des blessures par type de... Et là, on a tout... Et voilà, et je crois qu'ils étaient contents. Et voilà, c'est marrant parce que je raconte toujours cette histoire, enfin je raconte pas toujours cette histoire, mais quand je la raconte, je trouve que ça montre bien et l'improvisation qu'il peut avoir dans le métier et aussi raconter ça, c'est que quelquefois, sans préparer, on a des bonnes surprises. Attention, ça ne veut pas dire que je prône l'improvisation et la non-préparation, mais voilà. Mais ça marche. Mais ça peut marcher. Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma pensez-vous n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Il y en a beaucoup. Dans notre catégorie même du maquillage, il y a ce qu'on appelle les maquilleurs SFX ou prothésistes, c'est-à-dire que les gens qui préparent, qui conçoivent, qui fabriquent, qui sculptent, qui fabriquent les prothèses qui sont maintenant... indispensables pour les tournages, et qui sont aussi pas forcément sur le comédien, les cadavres, les têtes coupées, les bras, etc. Ça dépend pas directement de nous, mais qui font un travail absolument formidable de moulage, de sculpture, de peinture, etc. C'est des grands artistes. De vieillissement, qui soient une fois de plus sur le plateau ou sur le plateau. Et après, dans toutes les professions auxquelles on fait face dans notre métier, je pense que ce serait très intéressant d'inviter un coiffeur par exemple, parce qu'ils sont quand même très très leur place est extrêmement importante sur un tournage, parce que contrairement au maquillage, tout le monde se coiffe, tout le monde a une idée sur la coupe de jeu, sur ce qui lui va pas, bref. Et puis plein d'autres métiers dans l'ombre, les régisseurs, mais en tout cas dans notre catégorie, je dirais que ce serait les maquilleurs SFX et les coiffeurs. Tu veux rajouter quelque chose, Céline? Je cherche. Ça pourrait être intéressant d'interroger les cantines, parce que c'est un truc important pour nous. Ah ouais, ça serait très intéressant. Le cantinier, enfin, tu vois, on y met vraiment le break. C'est un moment important pour nous. Des fois, on a commencé super tôt. On n'a pas souvent le temps de manger. Enfin, c'est très décousu nos journées de travail. Et voilà, c'est un moment qui rassemble, qui fait du bien. Et puis qui nous ramène à des choses un peu plus terriennes. Et c'est des gens qui sont adorables. Et c'est des gens qui font un métier très compliqué, parce que hormis faire de la bouffe, ça... Mais dans des conditions... C'est quand même tous les jours, la plupart du temps, dans un endroit différent, dans un camion qui est quand même pas une cuisine de grand hôtel, grand luxe. À monter un barnum, à faire des plats qui soient bons aussi bien à 11h qu'à 15h30, si finalement on déjeune à 15h30. Et à varier tous les jours, avec maintenant en plus tous les gens qui mangent vegan, qui mangent sans gluten, qui mangent sans produits laitiers, qui mangent sans... Donc c'est des gens, enfin moi pour qui j'ai une admiration énorme, parce que alors là dans le genre capacité d'adaptation, bonjour aussi. Ils sont jamais au même endroit. Donc ça serait très intéressant. Et ils reçoivent plein de choses du tournage. Du tournage, oui. Et j'aimerais bien entendre ce qu'ils reçoivent du tournage, parce qu'on a l'impression qu'ils sont extérieurs, parce qu'ils sont là pour faire à manger,
Mais en fait, ils ont des interactions avec plein de gens du tournage. Et puis même en accueillant les gens pour manger, je pense qu'ils ressentent beaucoup de choses. Hein. Ouais. Si les gens sont heureux d'être là, pas heureux d'être là, heureux d'être à la cantine en général toujours, mais heureux d'être sur ce tournage, pas heureux. S'il y a des clans, s'il y a une grande entente et tout, je pense que c'est des éponges. Ça doit être un joli regard. Ça doit être un regard très intéressant. Ouais, c'est tous les moments off un peu du plateau. Oui. Ouais. Très bien. Et ben merci beaucoup Odile et Céline. Mais de rien. You're welcome. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.